Bonjour, je m'appelle Fanny Tan, je suis journaliste techno et j'ai le plaisir de vous présenter cette conférence par Myria Boadi qui est doctorante, qui a son doctorat en mathématiques appliquées et elle va faire un autre doctorat en informatique à l'Université du Québec en Outaouais. La conférence s'appelle Pour une intelligence artificielle digne de confiance. Donc pour écouter ceci, vous avez besoin encore une fois de ce petit appareil que vous pouvez trouver à la table derrière vous si vous ne l'avez pas déjà. Donc, merci pour votre présence et bonne écoute. Alors, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être ici et de participer à ce bel événement qui est le FIC. Je m'appelle Myria Boadi, je suis étudiante au doctorat à l'Université du Québec en Outaouais. Je travaille plus précisément au laboratoire de recherche en sécurité informatique. Mon sujet de thèse est de travailler sur les enjeux de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on va parler de la confiance que l'on accorde à cette technologie. Mais à cette technologie-là, on est souvent très sceptique par rapport à ce terme d'intelligence artificielle. Donc moi, plus particulièrement, en ma thèse, je travaille à l'élaboration de solutions pour renforcer la sécurité de l'apprentissage automatique qui est déployé dans des contextes de la vie réelle. Mais avant de parler de la confiance, on va d'abord parler de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle est une technologie qui est axée sur les données. Elle connaît une évolution qui est très rapide et on la retrouve dans plusieurs secteurs très divers. Donc on peut passer de la finance au commerce électronique en passant par la cybersécurité. Donc il faut savoir que l'intelligence artificielle est un allié de la cybersécurité. Donc il est complètement possible donc c'est complètement possible avec de l'intelligence artificielle de traiter de grands volumes de données, les mégadonnées, et de pouvoir en dégager des insights, des prédictions de comportement, mais aussi des estimations. Alors, les fameuses mégadonnées qui posaient problème et qui donnaient du fil à retordre aux data scientists depuis très longtemps sont devenues finalement sont devenus finalement le carburant de cette technologie. Alors plus nous avons de données, meilleure est la précision de cette technologie. Alors pour essayer de mettre un peu en place le contexte actuel de l'intelligence artificielle, on va faire un petit tour d'horizon à travers quelques chiffres. Alors, l'intelligence artificielle présente plusieurs opportunités pour les entreprises. Donc, 90% des dirigeants estiment que l'intelligence artificielle est il y a un petit problème avec ma présentation, il n'y a pas tout le texte, mais en tout cas, 90% des dirigeants de l'entreprise estiment que c'est une bonne opportunité d'affaires pour leur business. Donc il ne faut pas s'étonner en regardant les chiffres du Garden de 2019 qui disait qu'il y a eu un bond de 270%, c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation de 270% d'entreprises qui ont adopté l'IA au sein même de leurs différents départements. Donc en parlant du chiffre d'affaires, le marché mondial actuel de l'IA est estimé à 27 milliards de dollars. Et d'après les dernières données du Fortune Business Insights, ce chiffre d'affaires-là va augmenter de manière fulgurante pour arriver à un total de 270 milliards de dollars d'ici 2027. Et il existe aussi un avantage financier. Donc en plus, pour les entreprises qui ont déjà adopté l'intelligence artificielle comme une solution permanente au sein de l'entreprise, elles ont déjà remarqué qu'il y a eu une forte augmentation de la productivité, mais elles ont également remarqué qu'il y a eu une baisse de 44%, 44% d'entre elles ont remarqué ont noté qu'il y avait une réduction dans les coûts où se trouvait l'intelligence artificielle, où elle était finalement déployée. Alors si on regarde un peu dans les métiers, donc il faut savoir que la puissance de l'intelligence artificielle ne se limite pas uniquement à la manière ou bien à la précision des prédictions. L'intelligence artificielle réussit à décrire avec beaucoup de précision les relations entre les hommes. C'est-à-dire qu'elle arrive à personnaliser les relations clients, par exemple, entre les entreprises. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner lorsqu'on trouve que 23% des services clients ont déjà adopté des bots chat pour pouvoir communiquer avec leurs clients.
Et dans les services à la clientèle, il y a 15% de ces services-là qui sont complètement alimentés par l'intelligence artificielle. Et dans le domaine de la santé, donc, qui n'est pas mis à part, c'est un secteur où l'intelligence artificielle va être amenée à jouer un rôle fondamental dans les prochaines années. Il y a énormément de travaux qui s'appuient, enfin des travaux médicaux qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. Donc les professionnels de santé vont s'attendre à avoir des prédictions et des diagnostics très adaptés pour les différents cas et des traitements qui sont assez précis. Donc le cœur même de l'intelligence artificielle, ou bien le cœur même du succès de l'intelligence artificielle est la confiance. Donc d'une première partie, il y a la confiance des clients. Donc ils veulent savoir qu'adviennent leurs données personnelles, comment elles sont collectées, comment elles sont traitées, analysées et exploitées. Et d'une autre part, les entreprises également souhaitent avoir confiance en l'intelligence artificielle et dans les résultats et les prédictions qu'elle offre. Donc c'est pour ça qu'il y a 3/4 des entreprises qui souhaitent faire confiance à l'intelligence artificielle lors des prédictions. Donc elles souhaiteraient avoir des prédictions qui sont justes, fiables et précises. Et ça, ce sont des chiffres obtenus dans l'étude d'IBM de 2019. Alors la confiance, évidemment, c'est quelque chose qui est impératif, qui doit être au cœur même de la conception de l'intelligence artificielle. Donc nous avons répertorié plusieurs rapports gouvernementaux, commerciaux et universitaires. Nous avons réussi à collecter 9 caractéristiques qui pourraient faire en sorte de caractériser la confiance. Donc ces caractéristiques-là, nous les avons répertoriées dans 3 grandes catégories. Donc nous avons la fiabilité, la résilience et la responsabilité. Donc une IA de confiance doit être fiable. Donc par la fiabilité, on entend qu'elle travaille aussi bien autant que l'être humain, si ce n'est pas plus, et qu'elle ne fasse pas d'erreur, évidemment, car on la retrouve souvent dans la prédiction des pandémies ou bien dans la conduite des trains. Donc on souhaiterait que les prédictions soient fiables. Et dans la fiabilité, on va penser à la robustesse. Donc la robustesse, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'une IA qui a évolué dans certaines conditions, si on perturbe ces conditions initiales dans lesquelles elle a évolué, est-ce qu'elle resterait aussi performante? Est-ce que les prédictions seraient tout aussi bonnes? Donc il faudrait, pour garantir la fiabilité, que l'IA soit robuste, mais également transparente, qu'on soit capable de suivre toutes les étapes du processus, de la collecte des données jusqu'à la prédiction, et interprétable également. Par exemple, dans le cas des réseaux de neurones, qui sont très efficaces et qui donnent des précisions des prédictions assez précises, on remarque que c'est quelque chose, que ce sont deux notions entre précision et interprétabilité, ce sont deux notions qui ne vont pas de pair. Parce que plus l'intelligence artificielle est efficace et précise, moins elle est interprétable. Donc finalement, l'idée ici, c'est de trouver un compromis entre la précision et l'interprétabilité. Ensuite, une deuxième catégorie est la résilience. La résilience qui doit être au cœur de la conception de l'intelligence artificielle. Une IA résiliente est une IA qui est sûre par rapport à les relations homme-machine. Elle ne doit pouvoir créer aucun dommage pour l'environnement ni pour tous les êtres vivants qui utilisent cette technologie-là, par exemple dans la conduite des voitures intelligentes, par exemple. Elle doit également être sécuritaire, elle doit pouvoir être résiliente aux différentes attaques auxquelles elle pourrait être sujet. Et finalement, confidentielle. Comme je l'ai dit au tout début de cette présentation, l'intelligence artificielle, son carburant, ce sont les données. Donc plus nous utilisons de données, plus et mieux elle est précise. Donc ces données-là, on doit pouvoir garantir leur confidentialité et on doit pouvoir également garantir toutes les informations en termes de vie privée des individus qui ont bien voulu partager leurs données. Et pour finir, nous avons un troisième critère qui est responsable. Donc ça implique une IA qui est équitable, éthique et durable. Alors pour parler de confiance, nous dans cette présentation, nous allons mettre plus l'accent sur le côté sécuritaire de l'intelligence artificielle par rapport à sa résilience face aux différentes attaques. Donc les systèmes d'intelligence artificielle
et d'apprentissage automatique, qui est un cas particulier d'intelligence artificielle, présente les mêmes vulnérabilités que les technologies classiques, comme par exemple excusez-moi, comme par exemple la possibilité de modification ou bien les erreurs de configuration, mais n'empêche que leurs caractéristiques bien particulières font en sorte que les attaques auxquelles elles peuvent être sujets sont intrinsèquement liées à leur nature et à la manière dont elles sont conçues. Donc on va essayer de regarder un peu pour avoir... Excusez-moi, mais ma présentation n'est pas... J'ai l'impression qu'elle est toute maganée. C'est pas la... Bon, je pense qu'il y a un problème d'affichage. En tout cas, donc on va essayer de regarder globalement à quoi ressemble la technologie de l'apprentissage automatique. On va essayer de revoir le processus en termes de cycle de vie et pour pouvoir bien comprendre la subtilité des attaques qui sont caractérisées, qui lui sont bien propres. Alors globalement, on va prendre l'apprentissage automatique, qui est un cas particulier d'intelligence artificielle. On peut dire qu'on peut le caractériser par 5 grandes étapes. La première étape, qui est la collecte de données à partir de plusieurs sources. Ces données-là, la prochaine étape, on doit faire du data cleaning pour pouvoir l'homogénéiser. Et par la suite, choisir un bon algorithme adapté aux données et adapté à l'objectif de notre problème. Ça peut être un problème de classification ou un problème de prédiction. Et une fois qu'on a choisi le bon algorithme, on commence à construire le modèle et on dégage les bonnes propriétés et les bons paramètres. Et par la suite, on pourra le déployer dans le monde réel. Maintenant, et une fois qu'il est déployé dans le monde réel, on récupère les feedbacks, on les réinjecte dans la construction de l'algorithme et on refait cette opération pour pouvoir affiner la précision de notre modèle. Maintenant, il y a 2 facteurs de risque. Le premier, comme vous le voyez, ce sont les données. Donc les données qui alimentent le modèle. Donc ce sont des données qui sont importantes pour que le modèle d'intelligence artificielle puisse prédire et avoir une idée sur le type de données qu'il traite. Et la deuxième, c'est le modèle lui-même. Donc il faut savoir une chose, que lorsque ces modèles-là ont été conçus, ils ont été conçus avec une mauvaise hypothèse, qui est qu'ils évoluent dans un environnement qui est bénin, ça veut dire qui est complètement sécuritaire, alors que ce n'est pas vrai. Généralement, ce genre de technologie, comme on le voit dans la vie de tous les jours, évolue dans des environnements qui sont hostiles, où on pourrait dire qu'il y a la présence d'une entité, d'une personne, d'un adversaire, d'un attaquant, on peut le qualifier de ce qu'on veut, qui a des intentions malveillantes par rapport à ce modèle-là. Donc, si on considère cette entité-là, elle peut intervenir à n'importe quel niveau de ce modèle. Donc, elle peut injecter, par exemple, de mauvaises données pour pouvoir faire du sabotage dans les décisions de la machine. Elle pourrait également modifier l'algorithme pour essayer de faire de l'exploitation. Elle pourrait aussi essayer de trouver les données qui sont confidentielles. Donc finalement, tout dépend de l'objectif de cet attaquant, de l'instant où il va effectuer cette attaque. Et aussi un troisième critère, c'est ce dont il dispose comme information. Donc comme je l'avais dit un peu plus tôt sur l'interprétabilité, généralement, ceux qui vendent des solutions basées sur l'intelligence artificielle essaient de donner de l'information pour assurer les clients sur la manière dont ils sont interprétés. Et plus on donne des explications, plus on divulgue de l'information sans le savoir. Et finalement, cette information-là, si on arrive à la quantifier, donc si par exemple dans le cas où il n'y a aucune information que l'attaquant peut tirer, on va plutôt parler d'attaque en boîte noire. Et c'est une attaque qui est très ardue pour l'attaquant. Et plus on relâche, plus on relaxe et on donne de l'information, plus on va passer à une couleur un peu plus claire. Donc on va passer d'une attaque en boîte noire à une attaque en boîte grise, c'est-à-dire en plus de connaître un peu les sorties, on peut connaître l'algorithme choisi. Et une attaque en boîte blanche, ça veut dire que l'attaquant dispose de toute l'information autour de votre modèle. Donc, dépendamment, comme je vous disais, de l'intention de l'attaquant, savoir s'il souhaite manipuler le modèle, exfiltrer de l'information, manipuler ou même
pouvoir tout simplement faire du sabotage. Et dépendamment de l'instant qu'il va choisir pour injecter cette attaque-là, et dépendamment de l'information, il existe plusieurs taxonomies que l'on pourrait pour pouvoir classer les différentes attaques auxquelles sont sujets les modèles d'apprentissage automatique en général et de l'intelligence artificielle. Alors, la première catégorie, ce sont les attaques de manipulation. Donc, les attaques de manipulation visent à détourner le comportement attendu, normal, de votre programme. Par exemple, si votre modèle est censé faire une tâche particulière, ces attaques-là, donc qu'on regroupe dans les attaques de manipulation, donc ça peut comprendre des attaques par évasion, par inversion. Donc ce type d'attaque-là va essayer de créer un comportement soit qui est différent du comportement attendu, soit faire tout simplement un comportement qui est inattendu. Ensuite, la deuxième catégorie d'attaques, nous avons les attaques d'empoisonnement. Donc ces attaques-là vont essayer d'injecter des fausses données pour faire en sorte que votre programme ou bien que votre modèle fasse des erreurs, prenne de mauvaises décisions ou tout simplement essaye de faire des déclencheurs cachés qu'il pourra exploiter plus tard. Et pour finir, nous avons les attaques d'exfiltration. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait exfiltrer dans ce type de modèle? Donc, on pourrait exfiltrer les données qui sont confidentielles, sur lesquelles travaille notre modèle d'apprentissage automatique. On pourrait exfiltrer, par exemple, le modèle lui-même. Donc, on va parler d'attaques d'exfiltration. D'accord? Donc, ça comprend les attaques par inférence, les attaques d'inversion, etc. Donc, en regardant un peu dans la littérature et en regardant dans l'actualité, 82,6% de toutes les attaques qui visent l'intelligence artificielle sont des attaques de manipulation et 9,5% ce sont des attaques d'empoisonnement et 7,8% sont des attaques d'exfiltration. Donc, même si on voit ici que les attaques d'exfiltration constituent la part la plus petite, rien n'empêche que ce sont des attaques les plus importantes, car pour une entreprise, elle perd en crédibilité si elle perd les données personnelles de ses employés, par exemple. Alors, je pourrais donner quelques exemples d'attaques qui sont connues. Par exemple, les attaques de manipulation. Dernièrement, dans l'actualité, excusez-moi, il y a une entreprise qui s'appelle Bitpanda qui fait du trading sur la crypto-monnaie, donc qui a entraîné des robots à pouvoir aller sur Twitter, par exemple, et aller chercher l'information sur la crypto-monnaie pour savoir sur quelle crypto-monnaie investir, par exemple. Au début, c'est-à-dire dans toute la phase de test, c'était des algorithmes, des robots qui fonctionnaient très bien, qui faisaient des prédictions et qui donnaient de bons résultats. À un moment donné, ils avaient commencé à donner des résultats très inattendus et qui avaient une certaine régularité. Donc les data scientists reviennent, regardent un peu ce qui se passe. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des faux comptes sur Twitter qui injectaient de mauvaises informations pour faire en sorte qu'il y ait des comportements un peu inattendus pour forcer le programme à investir sur des crypto-monnaies qui n'avaient pas vraiment de poids à ce moment-là. Et une attaque d'exfiltration, on pourrait prendre l'exemple de la détection d'intrusion où on utilise l'intelligence artificielle qui, par exemple, va essayer de détecter les messages qui sont malveillants. Donc, un attaquant pourrait faire de l'ingénierie inverse, trouver par exemple du bruit à injecter pour ces données-là, pour créer des erreurs de classification et faire en sorte que le message soit classé bénin alors que c'est un message malveillant. Ensuite, nous avons les attaques d'exfiltration. Donc les attaques d'exfiltration, on pourrait reprendre l'exemple bien connu de Netflix, qui est une plateforme de streaming, qui avait lancé un concours pour voir les préférences de ses clients. Donc elle avait anonymisé évidemment la liste de tous les clients et les avait donnés pour faire son concours justement pour essayer de faire ressortir des prédictions et des insights. Et malgré le fait qu'elle ait réussi à anonymiser les données d'entraînement, c'est-à-dire les données personnelles de ses employés, il y a eu une équipe qui a essayé de casser un peu cette anonymisation en faisant du croisement de données. Et donc, ils ont réussi à faire de l'exfiltration et ce qu'on appelle plus particulièrement l'attaque par inférence et retrouver les identités des différents utilisateurs. Alors, excusez-moi. Alors ça, ce sont les différentes attaques. Donc ce problème-là d'attaque et de sécurité de l'intelligence artificielle a été massivement investi de par le monde.
Donc j'ai fait une petite recherche, enfin une grande recherche, où j'ai essayé de croiser un peu toutes les données et tous les travaux qui traitaient de ces problématiques-là. Donc, et je les ai classés par pays. Donc on peut voir aisément que celui qui se distingue et qui est en tête, ce sont les États-Unis, qui contribuent à 47% de tous les travaux de recherche qui solutionnent le problème de la cybersécurité de l'intelligence artificielle. Et on voit aussi une chose qui est très importante, c'est qu'il y a un effort planétaire et que c'est un problème qui est traité de plus en plus et davantage, et que l'on accorde davantage de considération à ce type de problème. Alors, si on essaie de comprendre pourquoi les États-Unis se trouvent en tête, on peut tout simplement imaginer qu'il y a de grands joueurs, comme par exemple Google, Facebook et Amazon, qui travaillent justement sur l'intelligence artificielle et qui sont des grands joueurs de données. Donc forcément, les travaux les plus marquants et les plus significatifs viennent justement des États-Unis. Alors, j'ai essayé de répertorier les différentes solutions à ces attaques-là. Donc, on a présenté une taxonomie des attaques qui visent l'intelligence artificielle. Et on a essayé de proposer des solutions pour chacune de ces catégories-là. Alors, pour les attaques d'exfiltration, celles qui vont essayer d'induire de l'information ou de trouver des informations confidentielles, il existe 4 grandes catégories de solutions. Bien, ce sont des axes de recherche à explorer. Le premier est le masquage du résultat final. Donc, si par exemple, à un moment donné, on fait en sorte que notre modèle soit une boîte noire, qu'on ne divulgue aucune information et qu'on divulgue uniquement un vecteur de probabilité, une distribution de probabilité à la fin de notre processus et qu'on donne ça au client, il est complètement possible pour un attaquant d'essayer d'exfiltrer de l'information à travers ce vecteur-là. Donc l'une des techniques, c'est de faire du masquage. Donc nos simulations ont permis de savoir que si on arrive à arrondir nos statistiques à 60%, il est très très peu probable pour un attaquant de pouvoir exfiltrer nos données. Ensuite, nous avons la régularisation, le fait de réduire la dimensionnalité et la complexité des réseaux, du problème de réseaux de neurones par exemple, pour éviter le surapprentissage, car l'un des problèmes majeurs de ce type de technologie est qu'à force de s'entraîner sur les données, elle commence à les apprendre un peu par cœur. C'est ce qu'on appelle le surapprentissage. Et le fait de régulariser, d'enlever un peu les caractéristiques qui pourraient désigner ou bien pourraient distinguer les données initiales, on parlera de régularisation. Ensuite, nous avons la confidentialité différentielle. C'est une technique qui est très populaire ces derniers temps. Donc ça repose sur un concept mathématique assez puissant qui nous garantit que la présence ou pas d'un individu ne nuira en rien, ou bien on n'aura aucune information et on ne pourra en déduire aucune information si cette personne fait partie des exemples d'entraînement ou pas. Donc c'est quelque chose qui garantit une confidentialité assez importante et qui nous permet aussi d'extraire l'utilité. Parce que le problème ici, c'est le fameux compromis utilité-confidentialité. Si on cache trop l'information, c'est-à-dire qu'on la brute trop, on perd en utilité. Ça veut dire qu'on n'arrivera pas à prendre de l'information utile pour essayer de l'apprendre à notre intelligence artificielle. Mais si on ne donne pas suffisamment de bruit, si on ne cache pas suffisamment l'information, alors la confidentialité va en pâtir. Donc la confidentialité différentielle propose l'un des meilleurs compromis à date entre l'utilité et la confidentialité. Et ensuite, nous avons le quatrième axe de recherche qui est la distillation de l'information. Donc ça permet de réduire la complexité des modèles. Donc au lieu d'utiliser des modèles très complexes qui vont aussi, un peu comme dans la régularisation, faire en sorte que notre algorithme apprend un peu trop par cœur ces données-là, on va essayer de réduire uniquement à l'essentiel. Donc il y a énormément de travaux qui vont un peu dans les 4 axes et comparativement, tout dépend de la problématique, tout dépend des données qu'on utilise pour savoir laquelle de ces solutions serait à préconiser. Ensuite, pour les attaques de type empoisonnement et évasion, donc évasion c'est la modification, il y a 4 axes aussi de recherche et de solutions que l'on pourrait explorer. Alors la première, c'est ce qu'on appelle l'entraînement adverse. Donc si vous vous rappelez, lorsque j'avais parlé de la catégorie des attaques par modification, donc le fait d'intégrer des exemples ou bien un peu de bruit pour faire en sorte que notre algorithme se trompe, ou bien qu'il fasse des comportements inattendus, si tout simplement j'incluais lors de ma conception
ces exemples-là par moi-même. Et je expliquais tout simplement à mon intelligence artificielle que si elle tombe sur ce type d'exemple, il faudrait qu'elle les classe comme des exemples adverses et ne pas tomber dans le piège d'un attaquant qui souhaiterait justement manipuler ou bien reproduire mon programme d'intelligence artificielle. Ensuite, on a la vérification de l'exactitude d'une donnée. Donc le fait de créer plusieurs filtres pour nos données, c'est-à-dire au lieu qu'il y ait uniquement un seul filtre, là c'est pour justement éviter les attaques par empoisonnement, lorsqu'on essaye d'injecter de fausses données pour complètement faire en sorte que notre programme se trompe ou qu'il y ait des déclencheurs plus tard cachés. Donc l'idée ici, c'est d'avoir tout simplement plusieurs vérificateurs et que l'on puisse visualiser la donnée de plusieurs angles différents. Donc j'ai donné l'exemple d'un système de reconnaissance faciale. Donc les études montrent que si on double le nombre de caméras, on a une réduction de 75% de faux positifs en moins. Et l'étude va un peu plus loin. Elle dit que si plus ces caméras-là sont éloignées, et plus ces probabilités-là augmentent. La probabilité que l'on fasse des erreurs. La troisième technique, c'est la compression des caractéristiques. Donc le fait de compresser les caractéristiques, on donne moins d'informations à notre machine et que même si l'attaquant voudrait connaître la manière dont fonctionne notre intelligence artificielle pour pouvoir faire ce qu'on appelle reproduire le même modèle pour pouvoir à des fins différentes, évidemment. Par exemple, il pourrait vouloir tout simplement reprendre mon programme et faire autre chose, manipuler les données. Donc l'idée ici, c'est de réduire en dimensionnalité les différentes caractéristiques. Donc on pourrait utiliser des méthodes comme par exemple trouver par exemple les données qui sont le moins corrélées et qui sont le plus corrélées. Donc on essaie de faire un peu ce compromis-là pour trouver les données les caractéristiques les plus corrélées avec les sorties et pouvoir travailler avec. Et enfin, il y a un compromis, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait d'arrondir les sorties, de ne pas donner toute l'information pour les utilisateurs finaux qui se trouvent à la fin de la chaîne. Il est vrai que ça a comme objectif de rassurer les clients en leur expliquant la manière que ça fonctionne. Plus ils ont d'informations, plus c'est transparent, plus ils peuvent interpréter. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir d'arrondir, de ne pas exposer complètement notre modèle ni les résultats du modèle. C'est de donner uniquement l'essentiel pour éviter justement qu'il y ait des failles et qu'on donne trop d'informations qui pourraient se retourner contre nous. Alors en termes de conclusion, excusez-moi. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que les vecteurs d'attaque sont multiples et que finalement la surface d'attaque est étendue en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc, comme on l'a vu, les attaques sont variées, sont très particulières pour ce type de technologie. Donc, il faudrait vraiment penser à considérer ce type de problèmes comme des problèmes qui sont sérieux et qui sont en pleine croissance. Donc, l'une des solutions que l'on peut proposer, c'est de sensibiliser les parties prenantes aux vulnérabilités et aux menaces de l'intelligence artificielle. Donc ce n'est pas tout beau, tout rose. Il y a des problèmes qui vont venir avec, donc il faudrait commencer à y réfléchir et également avoir une stratégie proactive. Donc de la même manière qu'on utilise l'intelligence artificielle pour créer par exemple des solutions contre les attaques et renforcer la cybersécurité, les attaquants font exactement la même chose, utilisent l'intelligence artificielle pour casser nos propres modèles. Donc finalement, c'est vraiment une course à celui qui va aller le plus loin et le plus vite. Donc aller plutôt vers une stratégie proactive serait une très bonne stratégie. Comme par exemple former les scientifiques des données, ceux qui élaborent ces modèles d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle aux problématiques et aux techniques de cybersécurité. Ensuite, une dernière chose, c'est que les solutions logicielles basées sur l'intelligence artificielle pourraient se reposer sur les résultats qui sont très intéressants de la recherche académique. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a énormément de travaux qui donnent de très bons résultats dans la théorie. Donc le fait de pouvoir s'appuyer sur ça pour proposer des solutions logicielles qui sont qu'on pourrait appliquer dans le monde réel serait l'une des alternatives qui pourrait justement freiner un peu les menaces qui pèsent sur l'intelligence artificielle et qui pourrait justement accroître la confiance que l'on aura
par rapport à cette technologie. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.